Bonsoir, Grand Carrefour. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir encore à ce rendez-vous. Il y a de cela 32 ans, eh bien, mais le Togo veut renouer avec la très bonne attitude et celle qui rime avec la démocratie, les élections locales. Eh bien, le gouvernement vient de faire l'annonce. Les élections locales se tiendront de toutes les façons au courant de cette année 2019. Mais comment comprendre l'enjeu, ou alors les enjeux de ces élections locales? Nous en parlons essentiellement dans cette édition. Qu'est-ce que c'est, les élections locales? À la pédagogie ou alors à l'école, les élections locales dans le processus de la décentralisation. Voilà qui fera l'essentiel de cette émission cet après-midi avec, ici à ce plateau, notre invité, M. Pascal Agbové. M. Pascal, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir, cher ami Dieudonné. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci d'être encore là. C'est un plaisir. Eh bien, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG IJD, expert aussi en entrepreneuriat. Vous avez avec beaucoup de casquettes que nous ne pourrons pas peut-être énumérer ici. Monsieur Agbové, merci de répondre encore à notre rendez-vous cet après-midi. Moi qui vous remercie. Je parlais tantôt des élections locales que le Togo envisage courant cette année 2019. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on attend de façon abécédaire par des élections locales? Bon, merci pour tout l'intérêt porté à ce sujet. Je dirais que les élections locales constituent en fait un scrutin qui est organisé pour permettre aux populations à la base de choisir leurs représentants locaux chargés de l'administration des collectivités territoriales. C'est essentiellement cela. Voilà, donc nous irons à une élection pour pouvoir choisir nos représentants qui vont s'occuper des questions de développement de nos communautés. C'est tout. C'est cela. Généralement, quand on parle de représentants, il y a ce quiproquo qui se met toujours dans la tête. Qui représente qui? Alors, est-ce la volonté de cette population à la base qui est prise en compte par celui que vous appelez le représentant ou c'est un représentant politique? D'accord, merci. Je crois que nous avons besoin de clarifier les choses. Je voudrais d'abord faire un petit commentaire. Vous savez, le pays, quand on prend le Togo est géré par un exécutif. Donc, pour l'administration du territoire, d'abord, nous choisissons un président de la République. Ce président de la République, il met en place une équipe technique que nous appelons gouvernement. Donc, les ministres sont choisis pour s'occuper des questions de développement de manière générale, c'est-à-dire s'occuper des questions relatives aux besoins de la population. Il est arrivé un moment où on a remarqué que les services rendus par ces ministères n'arrivent pas à répondre efficacement aux besoins des populations à la base. Donc, conformément à la Constitution, l'État a décidé de redonner le pouvoir aux populations pour qu'il y ait une réorganisation à la base. C'est-à-dire que ces populations qui ont voté pour le chef de l'État vont également voter pour leurs représentants qui vont gérer des petits territoires. Ça veut dire que le Togo est désormais réparti en petits territoires que nous appelons pour le moment la base, c'est la commune. Donc ces petits territoires créés par la loi seront gérés par ces élus qui seront choisis par la population. Cela voudra dire que quand je prends un petit territoire qui est appelé commune, les habitants qui sont sur ce territoire-là ont besoin d'avoir des porte-parole, des répondants. Donc ils vont faire des élections pour choisir parmi eux, les habitants là, parmi eux, des gens qui peuvent les représenter. Et ceux qui seront choisis, c'est-à-dire élus par ces habitants, vont former un bureau, en fait, un gouvernement local. C'est ce gouvernement local qui va décider de ce qu'on doit faire au niveau de ce territoire pour répondre aux besoins de la population. Voilà en termes clairs ce que nous pouvons comprendre. Donc, vous comprenez que c'est un retour de pouvoir aux citoyens. Puisque dans le premier temps, nous avons donné le pouvoir au chef de l'État pour s'occuper de nos questions. Il met en place un gouvernement qui s'occupe de nos questions, nos problèmes, mais on a remarqué que nous ne sommes pas totalement satisfaits. Ou bien certaines actions menées par au niveau macro. Au niveau macro, sur tout le pays. Donc, quand on prend tout le Togo, il y a le gouvernement qui s'occupe des questions de la population. Mais on a remarqué que certaines communautés, c'est que les besoins de certaines communautés ne sont pas suffisamment pris en compte. Ou bien certaines actions menées par l'exécutif ne répondent pas effectivement aux besoins de certaines localités. Donc l'État a dit, si ça en est ainsi, on va changer un peu de paradigme. On va faire en sorte que les populations à la base même s'organisent pour avoir leurs représentants
pouvoir s'occuper des questions de développement les concernant. Voilà un peu ce qui va être fait. Alors, une petite parenthèse, hein. La réalité là, est là aujourd'hui. On rentre dans certains milieux sur ce même territoire togolais qu'on appelle les septièmes continents. C'est comme la réalité dans ces milieux est tout à fait différente et bizarre. On a comme impression que ces milieux n'appartiennent pas au territoire togolais, malheureusement, alors que c'est le même Togo. Et c'est le manque de ce processus qui a ses retombées. Non, oui, je dirais en partie, mais ce n'est pas effectivement ça. D'abord, notre constitution votée en 1992 a déjà prévu la décentralisation à son article 141, que la République togolaise est gérée de manière décentralisée. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, la décentralisation a été prévue depuis, mais on n'a jamais rendu cela effectif. Donc, disons que le gouvernement s'inscrit maintenant, se base sur ces dispositions constitutionnelles pour aller à la décentralisation, parce qu'au-delà de ces dispositions de la Constitution, il y a des lois qui ont été votées pour organiser la décentralisation. En 2007, le 13 mars 2007, la première loi a été votée pour définir le cadre juridique de la décentralisation. Cette loi a été modifiée en janvier 2018. Donc, nous avons cette loi, et puis il y a d'autres lois qui ont été votées aussi. La loi, par exemple, portant création des communes, par exemple. Donc, le gouvernement se base maintenant sur ces tests-là. Mais comme je vous le dis, le fondement de la décentralisation, c'est qu'on veut redonner le pouvoir aux citoyens pour que les citoyens soient au centre de ses préoccupations. Le citoyen même doit prendre en main son destin pour s'occuper des questions qui le concernent. Sinon, nous allons attendre longtemps, puisque notre éducation nous a formés de manière à ce que nous attendions que des gens viennent de l'extérieur pour nous apporter des solutions à nos problèmes. C'est-à-dire que si on a même des rues qui ont des problèmes, ou bien nous avons des problèmes d'assainissement, nous attendons que l'État envoie des services pour venir nous faire cela. Ce qui fait que ça devient un peu lourd. Les citoyens à la base qui ont le savoir, qui ont leur capacité intellectuelle pour pouvoir réfléchir, qui peuvent mobiliser leurs ressources pour soutenir, pour mener certaines actions, n'arrivent pas à agir suffisamment parce qu'on nous a dit que c'est l'État qui va tout faire pour nous. Donc, cette fois-ci, l'État redonne le pouvoir aux citoyens de s'organiser afin de pouvoir prendre en main leur destin. Voilà un peu la nouvelle donne. Donc, comme je le dis, cela vient effectivement répondre à votre préoccupation. C'est-à-dire que certaines localités qui n'ont pas été, qui sont souvent lésées, c'est-à-dire que les actions de l'État n'arrivent pas à toucher les habitants de ces localités. Je crois que ces localités seront maintenant prises en compte. Hein, c'est-à-dire les élus locaux seront chargés maintenant de mener des actions visant à promouvoir le développement de toutes les contrées, de toutes les localités du pays. Donc, je me dis que cette nouvelle forme de gouvernance est une solution efficace pour pallier les insuffisances que nous constatons au niveau de l'administration centralisée. Voilà. Aujourd'hui, au nom de la politique, c'est vrai, on constate ces disparités dans les différents milieux, dans certaines localités. Est-ce à dire qu'après ou alors avec la décentralisation pour les locales, où ce processus, on finira par atteindre l'objectif du développement dans tous ces milieux? Ce n'est pas évident, messieurs. Oui, je reste optimiste puisque la finalité de la décentralisation, avant tout, c'est le développement local. C'est-à-dire qu'à partir de la décentralisation, on voudrait accélérer le développement des communautés à la base. Ça, c'est la finalité. Maintenant, il faudrait que le processus soit bien mené pour qu'il y ait une implication des citoyens à tous les niveaux. Cela veut dire quoi? Il faut faire en sorte que le processus soit inclusif. Il ne faut pas mettre de côté certains citoyens. Pourquoi? Parce que le développement du Togo incombe à tous ses fils. Donc, si certains citoyens ne se sentent pas impliqués par cette nouvelle forme de gouvernance, nous irons aux élections locales, nous allons choisir nos représentants locaux, mais ces représentants locaux ne bénéficieront pas du soutien de toute la base. Alors qu'il est important que tous les habitants d'un territoire donné puissent vraiment se mobiliser pour travailler ensemble en vue de contribuer au développement de ce territoire-là. Donc, disons que c'est une réalité. Maintenant, nous avons compris que les politiques s'acharnent tellement sur la question. Les politiques prennent le devant pour aller à ces élections locales, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais nous disons que si nous ne changeons pas de paradigme, ou bien les gens qui participent à ces élections au niveau politique,
ne changent pas de mentalité ou bien de comportement, ils vont aller aux élections, ils seront choisis bien sûr, mais en voulant gérer les collectivités territoriales, comme on le fait au niveau central, à travers des instructions, des ordres, ça ne marchera pas. Les élus locaux seront choisis pour travailler de concert avec leur base. Cela voudra dire naturellement que si les citoyens ne se retrouvent pas vraiment dans les actions des élus locaux, on risque d'échouer encore à ce niveau. C'est pour cette raison qu'il est important que les politiques qui prennent le devant de ces élections fassent la part des choses de manière à ce que les citoyens soient convaincus que cette décentralisation, une fois bien faite, pourra leur apporter des solutions à leurs problèmes. C'est pour ces raisons que nous, acteurs de la société civile, nous nous sentons plus concernés par la question en termes d'information, de préparation des citoyens pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions afin d'aider le gouvernement à atteindre ses objectifs et aider aussi les citoyens à améliorer efficacement leurs conditions de vie. Voilà un peu nous, notre motivation et ce que nous sommes en train de faire. Cela voudra dire naturellement que la décentralisation doit forcément permettre d'instaurer la démocratie à la base et de créer des conditions de développement de nos communautés, mais il faudrait que cela se fasse dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Donc, de toutes les façons, ce que la société civile entend faire de plus, outre ces séances de sensibilisation, d'éducation, nous allons quand même en arriver. Parlant d'élections, il faut parler aussi des candidats. Quel doit être le profil? Alors, quel est le profil de ces candidats en qui la population à la base pourra se retrouver? Ou alors à qui pourra faire confiance? D'abord, il faudrait que les candidats aux prochaines élections locales soient des gens vraiment engagés pour le bien-être de leur population, des gens capables d'apporter leur expertise et de mettre leur temps à la disposition de leurs compatriotes. On ne va pas aux élections locales parce que nous avons besoin de créer des conditions de notre survie. Mais il faut aller à ces élections parce qu'on est prêt à servir ces populations. Voilà ce qu'il faut avoir comme qualité. Maintenant, selon les conditions juridiques, c'est qu'il faut remplir un certain nombre de conditions, surtout la condition de résidence. C'est-à-dire qu'il faut avoir son domicile ou bien avoir sa résidence dans la collectivité où vous voulez être candidat au moins 6 mois avant. Donc, c'est la condition. Bon, les autres conditions sont mineures, mais voilà la condition principale parce que si les gens ne résident pas dans le milieu, ils ne vont pas connaître les réalités de ce milieu-là pour qu'une fois choisis, ils puissent véritablement travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Donc, ces conditions sont nécessaires. Il ne suffit pas seulement d'aller parce que mon parti politique m'a proposé. Il faut accepter d'aller parce qu'on se sent capable d'apporter sa contribution au développement de sa communauté. Alors aujourd'hui, parlant des locales, c'est comme la manne réservée aux politiques, hein, alors que la question est beaucoup plus dirigée vers les populations. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, vous savez que c'est notre éducation même qui nous entraîne dans cette situation. Vous savez qu'au Togo, nous n'avons pas cette culture de citoyenneté, c'est-à-dire que nous ne nous sentons pas concernés par les affaires de la cité. Les citoyens doivent savoir qu'ils sont les mandants, c'est-à-dire que les dirigeants sont des mandataires. Le Togo nous appartient en tant que citoyens. Ceux qui nous dirigent ont reçu le mandat de nous. C'est-à-dire que c'est nous qui les avons choisis. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut passer par des élections pour choisir ses représentants. Donc ceux qui dirigent le pays doivent se sentir concernés par les questions de la population et doivent rendre compte à cette population-là. Nous n'avons pas cette culture parce que nous avons souvent peur des dirigeants. Oui. Et ce qui fait qu'il y a un pont entre les administrés et les administrateurs. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'on parle des affaires de la cité, les gens lisent ça à la politique. Oui. D'ailleurs, même l'émission que je suis en train de faire concernant la décentralisation, les gens m'ont dit, ah, le jeune homme là, il s'intéresse à la politique, alors que ce n'est pas vrai. Moi, je m'intéresse juste aux affaires de la cité. En tant qu'acteur de développement, j'estime qu'il est de notre devoir de contribuer aux efforts visant à améliorer les conditions de vie de la population. Et en tant que consultant, expert des questions de développement local, je reste convaincu que la décentralisation est un outil de développement local. C'est pour cette raison que je m'implique dans ce processus de manière à apporter ma contribution pour créer des conditions d'appropriation de ce nouveau concept de gouvernance au niveau de la base, afin que l'objectif visé, qui est le développement local, soit une réalité. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que cette affaire
des locales ou alors des élections locales ne sonnent que, voilà, ne représentent qu'un son de cloche dans l'entendement de beaucoup de citoyens. Oui, Pour eux, c'est une affaire classée là. Oui, je sais qu'à un moment donné, les citoyens ne voudraient même plus, certains citoyens ne voudraient même plus entendre parler des élections parce que certains estiment qu'ils ont plusieurs fois voté mais ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Ça c'est aussi normal parce que quand on vote, on n'a pas forcément la chance de faire passer son candidat. C'est tout à fait normal. Et les gens aussi estiment que les élections souvent ne sont pas transparentes, donc ils sont totalement ils ne veulent plus s'intéresser, ils sont déconnectés, ils ne veulent plus s'impliquer dans tout ce qu'on n'entend pas d'élections. N'est-ce pas là un danger déjà pour ces processus? Bien sûr, c'est pour ces raisons que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons pris l'engagement sur nous de faire la communication pour soutenir ce processus, parce que un citoyen qui peut-être qui a décidé de ne plus aller aux élections, peut-être a sa raison, mais aucun citoyen n'a le droit de boycotter les élections locales parce que désormais, c'est au cours de ces élections que nous allons choisir des gens qui vont désormais s'occuper des affaires de développement de notre communauté. Donc, il n'est pas question de rester à l'écart. Il est important qu'on s'implique dans le processus pour participer au bon choix de nos dirigeants afin que nous soyons en position de leur demander le compte. Donc, j'invite vraiment tous les citoyens qui nous écoutent à s'impliquer dans ce processus, à aller aux informations pour mieux comprendre ce qu'on veut faire, pour que chacun de nous puisse apporter sa contribution dans le sens de la réussite de ce processus. C'est cela. Alors, M. Beauvais, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la nuance qui existe entre les élections présidentielles, les législatives et les élections locales, parce qu'il s'agit de cela, bien évidemment, aujourd'hui? Bonne question. Je crois que nous allons profiter pour expliquer un peu. D'abord, nous organisons des élections présidentielles pour choisir le chef de l'État, qui est le premier magistrat du pays, c'est-à-dire le premier responsable du pays. Et après, il met en place un gouvernement, mais la population aussi s'organise pour choisir des représentants encore qui vont voter les lois, qui vont organiser la société. Et également, ces représentants choisis par la population que nous appelons députés sont là pour contrôler les actions de l'exécutif, c'est-à-dire que du gouvernement. Vous comprenez? Et donc, disons que les députés représentent la population au niveau national. Donc, les députés votent les textes, contrôlent les actions du gouvernement. D'ailleurs, même, parfois, c'est eux qui donnent le vote de confiance, c'est-à-dire qu'eux qui votent acceptent le programme du gouvernement avant que le gouvernement ne prenne fonction. Donc, quand ils font cela, ils le font au nom de la population, bien sûr. Mais parfois, les populations estiment que les députés ne prennent pas souvent en compte leurs profondes aspirations avant de voter les textes. C'est pour cette raison que les élections locales aussi sont organisées, parce que les députés n'ont pas la même fonction que les élus locaux. Les députés sont là pour voter les textes, pour contrôler l'action du gouvernement, comme je le dis. Maintenant, au niveau local, nous allons choisir des gens qui vont s'occuper des questions, uniquement que des questions de développement de notre localité. Ceux que nous allons choisir ne vont pas s'occuper Avant de revenir sur ce détail, je veux qu'on mette encore un peu l'accent sur la mission dévolue exactement aux députés. D'accord. Ils ne défendent pas le peuple, ils ne défendent pas la population là-bas, c'est ça? C'est juste pour les tests? Oui, vous voyez, parfois nous constatons que lors des campagnes législatives, des députés promettent la construction des bâtiments, des routes aux populations. Je me dis que ce n'est pas vrai ça. Parce que le député, une fois choisi, son mandat, ce n'est pas de venir construire des écoles ou bien des hôpitaux pour la population. Nous choisissons le député parce qu'il est notre représentant au niveau national. Il a le droit, il participe. Je voudrais mettre la différence. C'est à défaut des élus locaux que souvent ces propositions sont souvent faites à la base pour juste convaincre l'électorat. Mais la population devrait comprendre que les députés ne sont pas là pour venir construire des routes pour nous. Ils peuvent mettre à contribution leurs relations, on peut faire le plaidoyer, mais leur mission, quand nous les choisissons, leur mission, c'est de ne pas de venir construire des routes, construire les hôpitaux pour nous. Nous les choisissons juste pour voter des lois qui vont mieux organiser notre société, et nous les choisissons aussi pour contrôler l'action de l'exécutif du gouvernement. C'est la mission que nous leur confions essentiellement. Maintenant, ceux que nous allons choisir prochainement au cours des élections locales, c'est eux qui vont s'occuper des questions de développement de nos communautés.
des questions d'agriculture, santé, route, assainissement, formation professionnelle, commerce, artisanat. Tous ces domaines seront pris en compte par ces élus. Ce qui voudra dire que nos problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui seront réglés par ces élus locaux. Par ces élus locaux. Ces élus locaux. Donc, il faudrait que la population comprenne bien la différence entre les fonctions d'un député et les fonctions d'un élu local. Alors, en clair, la population n'a pas de compte à demander à un député, c'est ça? Oui, le député, vous savez qu'il n'est pas le seul à prendre les décisions au niveau national. Mais le député a aussi cette obligation, normalement, de consulter la base pour prendre en compte ses profondes préoccupations avant de participer au vote au niveau national. Mais si les décisions sont prises là-bas, le député, une fois que vous le choisissez, il devient le député du peuple. C'est-à-dire que le député qui est choisi dans une circonscription, une fois qu'il arrive au Parlement, il devient le député de toute la nation. Vous comprenez? Alors que l'élu local, quand vous le choisissez, il représente uniquement son territoire et il a le devoir de contribuer au développement de son territoire. Et la différence aussi, c'est que contrairement à ce qui se passe au niveau des législatives, où les gens quittent Lomé pour venir être élus dans nos communautés, repartir à Lomé, pour les élections locales, cela ne va pas se faire comme ça. Les élus devaient avoir leur domicile ou leur résidence au niveau de leur territoire, là où ils sont élus. Ça veut dire qu'une fois choisis, ils doivent résider dans le milieu pour être au courant de ce qui se passe tous les jours afin de prendre de bonnes décisions visant à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens. Ils doivent être du milieu ou doivent résider là-bas 6 mois? Non, ça veut dire que être du milieu, je vais relativiser. Cela veut dire que si vous êtes Togolais, vous pouvez être élu partout. Oui. L'essentiel, c'est que vous devez être résident ou bien avoir votre domicile là-bas. Cela veut dire que je peux être de Kwalimé, être élu à Sokoré. Je peux être de Kara, être élu à Neho, ainsi de suite. L'essentiel pour moi, l'essentiel est que vous résidez dans le milieu. Vous êtes du milieu. Enfin, quand on dit être du milieu, ça veut dire ce n'est pas que être natif. Voilà. Il faut mettre la différence parce que souvent, ce problème se pose quand il y a des candidats qui ne sont pas du natif du milieu, les gens ne veulent pas voter pour ce candidat. Ce n'est pas vrai ça. Le candidat les candidats aux élections locales peuvent être des résidents du milieu qui ont leur domicile, ils participent à la vie de la communauté, ils connaissent les problèmes de leur communauté, peu importe leur origine. Ils peuvent être candidats là-bas. Si vous les choisissez, ils vont s'occuper des questions de développement de cette communauté parce que c'est là où ils vivent. Alors, vous ne voyez pas que la politique aussi peut intervenir sur ce terrain, d'autant plus qu'on parle des élections locales, qu'on projette quelqu'un qui ne soit pas du milieu, qui maîtrise d'ailleurs très mal les préoccupations du milieu ou alors les réalités du milieu, qui va se positionner juste dans ce milieu pour 6 mois et pour se présenter comme candidat et par ricochet le processus. Oui, ce que vous dites, ça peut arriver, mais je voudrais passer par cette émission pour faire un plaidoyer à l'endroit de nos dirigeants. Vous savez, nous, à tête de la société civile, particulièrement notre organisation, IJD, qui s'est engagée depuis presque 2 ans, alors, nous voulons aider l'État à réussir ce processus. Donc, il faudrait que chacun fasse sa part. Il faudrait que les politiques fassent en sorte que les gens aient confiance en ce processus-là. Parce que les gens sont découragés, démotivés. Les gens ne veulent même plus entendre parler des élections locales. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons poser des actes qui vont encore les reconfronter dans leur position. Ils ne vont pas participer au processus et de deux, ils ne vont pas soutenir les élus locaux après les élections. Donc, il est important que les partis politiques puissent tenir compte de ces réalités pour choisir des candidats qui sont du milieu, qui sont acceptés par leur population, afin qu'après leur élection, ils puissent bénéficier du soutien de cette population-là. Il faut que ces candidats soient acceptés aussi par le milieu. Bien sûr, parce que si le candidat n'est pas accepté par la base, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, est-ce qu'il sera élu? Maintenant, il faut créer des conditions pour que les élections locales soient transparentes et crédibles. Parce qu'une fois que les populations ne vont pas se retrouver dans le choix de leurs dirigeants locaux, ils ne seront pas prêts, les populations, elles ne seront pas prêtes à soutenir ces candidats-là. C'est-à-dire que si les gens estiment que toi, Dieu donné, tu es candidat, tu es élu, tu es devenu maire, mais ils constatent que ton élection n'a pas été crédible, la population ne va pas te soutenir. Ce qui fait que tu auras du mal à faire ton travail. Parce que les élus auront à coopérer avec leurs concitoyens
pour pouvoir mieux gérer les affaires. Parce qu'il faut attendre, il faudra que les populations soutiennent les efforts de développement local, en participant aux travaux communautaires, en cotisant. Ok? Il faut payer des taxes. Et quand il s'agira de mobiliser les jeunes, les femmes pour participer aux actions de développement, il faudrait que les gens répondent. Si vous êtes élu et que vous appelez la population, personne ne répond. Les gens ne sont pas là. Comment vous pourrez vraiment gérer le territoire? Donc, il est important que le processus soit vraiment transparent pour que les citoyens puissent vraiment adhérer à cette nouvelle forme de gouvernance pour qu'ensemble nous puissions vraiment réussir les défis de développement de nos communautés à la base. N'est-ce pas là le problème d'hommes d'État qui s'impose, comme vous avez l'habitude de le dire? Il faut aujourd'hui qu'on ait des hommes d'État. Absolument. Les hommes d'État, ce n'est pas seulement... Il faut mettre la différence entre un homme d'État et le chef de l'État. Les hommes d'État s'intéressent aux questions de développement de leur communauté. Ils cherchent à faire du bien à leur cité. Ils cherchent du bonheur à leurs concitoyens. Ils ne pensent pas qu'à eux seuls. Et les hommes d'État sont souvent immortels. Même s'ils meurent, les gens parlent toujours d'eux. Mais si vous êtes juste un homme politique parce que vous voulez prendre le devant des affaires pour défendre votre intérêt personnel, alors ce qui va se passer, c'est que vous risquez de ne pas mieux servir votre base, et de deux, les gens ne vont pas se souvenir de vous. Donc il faut vraiment être des hommes d'État pour aller à ces élections locales. C'est-à-dire des gens qui ont pris l'engagement sur eux de servir les autres en apportant leur contribution, leur temps, leurs ressources pour aider la base, la population. C'est cela. Monsieur Bouvet, de façon concrète, il faut revenir là-dessus. Quelle sera la mission à confier aux élus locaux si ce processus aboutissait? Oui, selon la loi, l'article 7 de la nouvelle loi précise que les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et l'exécution des actions de développement de leur ressort territorial et plus particulièrement dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Cela voudra dire que tous les problèmes sociaux, économiques, culturels auxquels fait face à la population, les élus locaux ont cette mission de travailler pour répondre à ces besoins de la communauté. C'est ça. Donc, eux, ils sont là pour réfléchir sur le plan de développement de la communauté, mobilisation des ressources, la mise en œuvre des projets pour répondre aux besoins de la population selon les domaines de compétences que l'État a décidé de leur confier. En réalité, il faut vous dire que ce n'est pas tout que l'État leur a confié. Donc, ces élus locaux auront la charge de gérer les questions de développement de leur territoire. C'est cela. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous aurons quand même le temps de revenir sur une portion de série de cette émission liée à la décentralisation, liée aux élections locales. Et donc, ici, la régie veut bien nous aider. Vous aurez les contacts sur lesquels vos éventuelles questions peuvent nous parvenir. Le 90 21 28 50. La régie, la technique, bien sûr, va nous aider à avoir ces contacts pour d'éventuelles questions. Nous sommes à la pédagogie, nous sommes à l'école de la décentralisation, à l'école, bien sûr, des élections locales pour mieux comprendre. Tout n'est pas que de la politique, c'est aussi de la société civile, c'est aussi du développement. Et le développement vient par une bonne organisation à la base. Je le disais tantôt, vous nous faisiez comprendre qu'il y a une grande différence entre les présidentielles, et les législatives et aussi les locales à venir. Bien sûr. Mais beaucoup se demandent s'il n'y aura pas de la proclamation de résultats, en quoi est-ce que ces élections sont différentes, parce qu'il n'y aura que de la même CENI, cette CENI qu'on décrit. Alors il faut voir la chose d'une autre manière. Je voudrais inviter mes compatriotes, mes concitoyens togolais à être optimistes. Si nous restons toujours sur les constats sans rien faire pour changer la situation, la donne, nous allons toujours rester au même niveau. Donc, si ces constats s'avèrent réels, il est important que chacun de nous puisse agir pour changer la donne. Et nous faisons notre part. Nous essayons d'apporter l'information pour que les gens soient situés. Il appartient à chaque citoyen de se lever pour apporter sa contribution. Alors, pourquoi est-il important est-il si important, plutôt le choix d'un élu sur son représentant de la commune? L'importance du choix d'un élu pour un citoyen. Parce que nous sommes citoyens, nous vivons dans une communauté. C'est-à-dire que nous sommes des habitants vivant sur un même territoire. Nous avons des besoins. Mais il faudrait qu'il y ait une certaine organisation. Même dans nos associations, nous choisissons un bureau. Même dans nos églises, il y a des dirigeants. Dans toute communauté, là où il y a des hommes, il faut toujours une certaine organisation. Donc,
si nous voulons évoluer, nous voulons développer notre communauté, ou bien nous voulons trouver des solutions à nos problèmes, il faudrait que nous soyons organisés. Mais on ne pourra pas être organisé si nous n'avons pas des leaders, nous n'avons pas des gens devant nous. Donc, ces élections locales sont importantes pour un citoyen, parce que celui qui sera choisi sera son porte-parole. C'est lui qui va lui donner le pouvoir de décider à sa place. Et ce citoyen aura le droit de demander le compte à ce citoyen-là. Vous voyez même que si vous lisez même la loi, il y a une disposition de la loi qui dit que même l'élection du maire peut être contestée. Même un électeur peut remettre en cause l'élection d'un maire. Un citoyen peut remettre en cause l'élection d'un maire. C'est étonnant. S'il estime que les conditions d'élection du maire ne sont pas réunies et il a des preuves, il peut contester cela. Il peut demander l'annulation du maire. C'est prévu dans les textes. Mais s'il a les preuves, c'est-à-dire que si ce qu'il dit est vrai, parce que les élus devaient être choisis ils devaient remplir certaines conditions avant d'être choisis, les élus. C'est-à-dire que les candidats aux élections locales devaient remplir certaines conditions. Si il y a eu des vices, c'est qu'il y a eu des choses cachées qui ne sont pas révélées avant, et qu'après l'élection, on constate qu'il y a eu des choses comme ça, alors les gens peuvent brandir les preuves. Un citoyen peut brandir les preuves. Donc cela peut arriver. Donc disons que la loi relative à la décentralisation aux libertés locales nous donne désormais le pouvoir en tant que citoyens de mieux nous organiser à la base pour réfléchir sur les problèmes auxquels nous faisons face, afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Donc il n'est pas important qu'un élu, un citoyen se mette à l'écart de ce processus. Donc il est important pour chaque citoyen togolais de se lever pour participer à ce processus. S'il y a des gens qui n'ont pas encore leur nom sur la liste des électeurs, je leur demanderai de tout faire. Une fois que la CENI sera mise en fait, la CENI va enclencher le processus de révision de la liste. Il faudrait que chacun de nous puisse aller se faire enregistrer et soit prêt. Il faudrait que nous soyons prêts à aller tous aux élections locales, parce que c'est là où nous allons donner le pouvoir à certains citoyens qui vont décider désormais à notre place. Donc si nous ne le faisons pas, nous allons rester à l'écart. Des gens qui ont voulu aller vont aller choisir leurs représentants qui vont nous diriger et après... Pas qu'ils vont décider à notre place, hein? Non, à notre nom. À notre nom. Ça c'est peut-être, oui, bien sûr, les deux sont valables. Parce que ils vont décider... Quand ils vont le faire à notre place, ça dit qu'ils le feront de manière et ça ne nous... Bon oui, c'est une question, bon, je comprends. Donc, quoi qu'on dise, nous allons leur donner le pouvoir. Voilà. Cela veut dire qu'ils auront quand même certaines compétences pour décider à la place de leurs représentants. Également, ils vont coopérer avec, bien sûr, dans la démarche. C'est une question d'approche. Ils ne vont pas faire certaines choses sans nous consulter aussi. Mais ce n'est pas sur toutes les questions qu'ils vont nous consulter avant de décider. Si nous leur donnons le pouvoir d'agir en notre nom ou bien à notre place, alors il faudrait que nous soyons prêts à assumer notre responsabilité. Il faudrait aussi qu'ils sachent que s'ils ne travaillent pas bien, nous pouvons les sanctionner lors du prochain scrutin. C'est pour cette raison que nous disons que le poids électoral qui pèse sur les élus locaux les oblige à assurer la bonne gouvernance locale. C'est cela. Très bien. Monsieur Bové, merci pour ces éclairages. Mais si vous êtes de mon âge, peut-être aujourd'hui, vous avez 30 ans et plus, peut-être vous maîtrisez mieux l'action d'un maire ou alors le profil d'un maire. Mais quand est-ce qu'il concerne le profil d'un élu local, moi je maîtrise peu de choses parce que je le connais peu. Quelle est la différence entre un maire et un élu local? D'accord. Un élu local est choisi lors des élections locales. C'est-à-dire que c'est un candidat qui a été aux élections locales, qui a été choisi par la base. Ça veut dire qu'il a été choisi comme représentant de la population. C'est lui qu'on appelle élu local. Ça veut dire qu'il est élu par les habitants de sa communauté. Un maire est issu des élus. Cela veut dire que quand nous irons aux élections locales prochainement, la population va choisir des élus, et les élus, une fois choisis, au cours de leur première réunion convoquée par le préfet, ils vont procéder à une élection à l'interne. Et ils vont choisir le maire. Donc le maire est choisi par ses pairs lors de leur première réunion. Le maire est donc... un élu aussi, issu des élus. Donc le maire c'est un élu d'abord. Avant d'être maire, il faut être d'abord un élu. Ah d'accord.
Donc, quand nous allons aux élections locales, la population ne va choisir que des élus locaux. Maintenant, il appartient aux élus locaux. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas d'une commune, il appartient, l'ensemble des élus locaux qui sont sortis des élections locales vont former ce qu'on appelle le conseil municipal. Donc, ce conseil municipal, au cours de sa première réunion, qui est convoquée par le préfet, ils vont procéder à une élection à l'interne. Donc, c'est à ce niveau-là que le maire sera élu par ses pairs. Quels sont les paramètres qui vont beaucoup plus encore jouer à ce niveau pour l'élection? Bon, il y aura quand même le lobby, hein, mais disons que tout se fera normalement comme une élection. Ceux qui veulent prétendre être candidats, on dit que la loi dit qu'il faut la majorité absolue. Maintenant, si les élus votent, je dis que tous les élus sont des potentiels candidats au poste du maire. Maintenant, quand les élus votent et qu'à un moment donné, il y a ballottage, on n'arrive pas à les départager, le plus âgé des candidats au poste du maire sera choisi. C'est ça. Cela veut dire que s'il y a un candidat âgé de 50 ans et un autre candidat âgé de 40 ans qui sont en ballottage lors de l'élection au poste du maire, le plus âgé, celui qui a 50 ans, sera choisi comme maire. Voilà ce qui sera fait selon la loi. C'est ça. Selon la loi, l'élu ou alors le maire n'est pas hors des élus locaux. Non, non, le maire, c'est un élu local aussi. Il fait partie de ses... il est choisi parmi ses pairs. C'est cela. Et donc, qui convoque cette réunion, cette session d'élection du maire? C'est bien le préfet. C'est le préfet, oui. Alors, Donc, est-ce a dit que le maire est un subordonné du préfet? Non, non, le maire n'est pas un subordonné du préfet, mais ils vont collaborer. Parce que le maire est un représentant de sa communauté et en même temps représentant de l'État sur son territoire. Le préfet, lui, il est représentant du pouvoir central. Cela veut dire que le préfet, dans le cadre de la décentralisation, le préfet va jouer 3 rôles. Le préfet, il est d'abord représentant du pouvoir central, comme je l'ai dit. Deuxième chose, il est le coordonnateur de tous les services de l'État dans sa préfecture. Et troisième chose, il est le contrôleur de la légalité des actes posés par les élus locaux. Cela veut dire que le préfet sera là pour vérifier ce que les élus locaux font pour qu'ils ne sortent pas du cadre de la loi, tout simplement. Donc, le préfet n'est pas là, ne sera pas là pour donner des ordres au maire. Le maire va travailler avec ses pairs pour le développement de leur territoire conformément au cadre juridique. Et le répondant du maire direct, c'est qui? C'est la population, le répondant. Le maire répond vis-à-vis de sa population. Le maire n'a pas de supérieur hiérarchique. Le ministre ne viendra pas donner des ordres au maire. Le maire collabore avec les autres élus de la communauté pour réfléchir sur les questions de développement de leur territoire conformément au domaine que l'État leur a confié et dans les conditions de l'exercice de leurs fonctions. Donc, le maire n'est pas sous pression du préfet ou bien du ministre. Il travaille conformément à la mission qu'on leur a confiée en tant qu'élu local. Alors là, le processus... Élu locaux, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, le processus a beaucoup d'implications parce qu'il faut en ce moment une certaine autonomisation. Oui, au niveau communal. Bien sûr. Mais écoutez, les collectivités territoriales sont dotées d'une personnalité morale et une autonomie de gestion financière. Donc, les communes les collectivités territoriales auront leurs propres ressources, auront leur propre politique de gestion et donc ne dépendront pas des structures étatiques. Ils vont travailler juste conformément à la loi. Cela voudra dire que l'État sera là pour suivre bien sûr ce que les élus locaux vont faire, mais les structures de l'État ne sont pas là pour dicter les règles aux élus locaux. Voilà. Donc les élus locaux auront une certaine autonomie de fonctionnement. Ils vont gérer leur territoire de manière libre, la libre administration. C'est un principe, la libre administration. Tout à fait. Une autonomie théorique ou pragmatique? Oui, une autonomie qui leur est confiée, qui leur a été confiée. Qui est prévu par la loi. Cela voudra dire que les élus locaux doivent comprendre les textes pour ne pas confondre leur mission aux missions des structures étatiques. Les structures étatiques seront là pour leur apporter leur soutien, mais ils ont une autonomie de réflexion, de décision et d'action sur leur territoire. Est-ce qu'il n'y a pas un cahier de charge que la commune doit respecter de la part de l'État? Bien sûr, c'est ce que je dis, que la loi a déjà prévu ce que les élus doivent faire et dans quelles conditions ils doivent exercer leurs fonctions. La loi a déjà prévu cela. C'est pour des raisons que nous donnons la formation détaillée aux citoyens pour qu'ils comprennent mieux ce cadre juridique afin de ne pas aller à l'encontre de la loi. Voilà. Donc il faudra que les gens soient bien formés. Je me dis que les citoyens ne prennent pas au sérieux ce processus, mais c'est le lieu de leur rappeler que désormais la décentralisation constituerait une solution véritable à nos problèmes. J'ai l'impression que nous mélangeons les choses, ou bien les gens ne sont pas encore informés suffisamment.
Je me dis que le pouvoir qu'on nous a redonné là, c'est comme quelqu'un est en Europe, il vous envoie de l'argent pour vous dire que l'argent est déjà arrivé dans une banque à Lomé, va chercher de cet argent-là et tu restes à la maison pour dire que tu n'as pas encore l'argent. On vous dit que la loi est déjà là, les tests sont déjà là. Allez vous informer, allez vous faire former pour mieux comprendre cela, pour savoir le pouvoir que l'État vous donne. Vous n'allez pas pour chercher l'information, vous n'allez pas pour vous faire former et vous êtes là pour vous plaindre. Non, ce n'est pas bon. Je demande à tout Togolais qui nous écoute actuellement que c'est une richesse pour nous. Si nous n'arrivons pas à nous informer, à nous approprier de ce nouveau dispositif juridique de la décentralisation, nous allons regretter amèrement. Pourquoi? Parce que c'est une chance pour nous. La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. C'est désormais à travers cette loi que nous avons la liberté d'agir de manière libre sur nos territoires en apportant nos ressources, nos compétences pour le développement de notre communauté. Avant, ce n'était pas le cas. Tout se faisait par les structures étatiques. Maintenant, la loi nous donne le pouvoir de nous organiser mieux à la base. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Très bien, de liberté, oui, mais qui implique beaucoup de responsabilités. N'oublions pas que quand ce processus sera mis en marche et véritablement opérationnel, des tâches, des devoirs citoyens aussi vont s'augmenter. Et tout ça là, à la sorte du citoyen. Vous savez, les citoyens togolais ne refusent pas de payer les taxes ou bien les impôts. Ils le font déjà. Mais pourquoi nombre d'entre eux n'arrivent pas à agir correctement? Parce que certains estiment que souvent le pouvoir central ne rend pas compte de la gestion de ces gestions. C'est pourquoi les gens sont réticents. Donc pour faire le développement de nos communautés, si nous avons confiance en nos dirigeants, ceux que nous allons choisir au niveau local, la loi nous donne beaucoup de pouvoir contrôler leur gestion. Si nous sommes confiants qu'ils vont gérer les affaires, nous rendons compte, pourquoi ne pas payer les taxes municipales pour les aider à avoir des ressources devant leur permettre de réaliser les projets répondant mieux à nos besoins. Je me dis que nous ne pouvons pas faire le développement sans apporter nos ressources personnelles, nos compétences pour vraiment la mise en œuvre des actions. Très bien. Chers téléspectateurs, je rappelle que les contacts qui sont là sont à vous pour d'éventuelles questions et ces questions feront l'objet dans notre entretien ou alors d'une autre discussion les jours à venir. C'est tout à fait une école que nous instaurons autour de cette question des locales, autour de cette question de la décentralisation. Les experts viendront bien évidemment à ce plateau pour nous édifier davantage sur le sujet. C'est un sujet qui nous concerne, qui concerne la base, et la base a droit à d'explications. Merci de nous rester toujours fidèles. Monsieur Abouvé, est-ce que le Togo est prêt pour aller au local? Oui, sur le plan juridique, un certain nombre de tests disponibles. Et je me dis qu'il y a une avancée. Maintenant, notre préoccupation réside au niveau de l'appropriation d'abord de ce concept avant les élections locales. Est-ce qu'à ce jour, les citoyens sont suffisamment sensibilisés, formés pour mieux participer au processus? Nous disons non, parce que des efforts sont en train d'être faits au niveau du gouvernement pour donner l'information à la population, mais nous estimons que ces efforts sont insuffisants. Il va falloir que nous puissions les amplifier de manière à ce que le maximum de Togolais soient informés pour que nous puissions vraiment participer à ce processus de manière inclusive. Voilà. Alors, quel est aujourd'hui le rôle de la société civile pour véritablement mettre terre à terre l'information autour de ce processus à disposition? Oui, notre rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est d'abord porter l'information à la connaissance de la population, permettre à cette population de mieux comprendre le bien fondé des thèses, les idées qui sont cachées derrière les écrits que les gens lisent, et maintenant de leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils puissent mieux mener les actions de développement au niveau de leur territoire. Nous devons les accompagner. Donc nous sommes dans ce processus et je pense qu'avant les élections locales, l'essentiel de notre mission, c'est de sensibiliser, de former les citoyens. Et c'est ce que notre organisation, IJD, est en train de faire il y a cela 2 ans. Nous essayons de faire ce travail. Nous venons de lancer, à ce 2 avril 2019, nous venons de lancer une opération dénommée Tous à l'école de la décentralisation. C'est que opération Tous à l'école de la décentralisation, c'est dans le cadre de notre campagne de sensibilisation des citoyens sur la décentralisation. Au cours de ce mois d'avril, nous allons intensifier nos activités d'information et de formation des citoyens sur la décentralisation pour qu'après les citoyens ne disent pas qu'ils ne sont pas informés. Je voudrais profiter pour dire à un citoyen que si vous restez à l'écart, vous ne voulez pas pour vous informer,
après ce mois d'avril-là, tu n'auras plus accusé le gouvernement que toi, tu n'as pas accès aux informations relatives à la décentralisation. Nous avons pris l'engagement de mener une grande campagne à Lomé et dans les principales villes de l'intérieur du pays pour que tous les citoyens soient suffisamment informés. Donc, tous ceux qui sont intéressés ou bien pas intéressés, tout Togolais doit savoir qu'il a l'obligation de contribuer à la réussite de cette décentralisation d'abord en s'informant et en apportant sa contribution pour que le processus puisse aboutir dans les meilleures conditions prévues. Comment est-ce que ça s'organise cette opération à l'école de la décentralisation? Nous allons organiser des conférences publiques tous les week-ends à Lomé et durant tout le mois d'avril et à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que nous allons organiser des séances publiques où tout citoyen, il n'y aura pas de sélection avant de venir. Si vous êtes intéressé pour comprendre mieux la décentralisation, vous venez à cette conférence publique où nous aurons à débattre de tous les sujets liés à la décentralisation. Vous aurez le temps de poser des questions, d'aller rencontrer des experts pour mieux comprendre la décentralisation. Nous aurons à organiser également un forum national citoyen les 25 et 26 avril prochains. Au cours de ce forum, nous allons faire venir les élus locaux, les maires de certains pays de l'Afrique de l'Ouest et des présidents de délégations spéciales qui sont en fonction aujourd'hui au Togo. Ils viendront, nous aurons à faire des débats directs. Nous aurons à leur poser des questions directement pour mieux cerner les avantages et les contraintes liées à ce nouveau concept de gouvernance qui est la décentralisation, afin que nous soyons prêts à rentrer dans cette dynamique. Vous savez, souvent quand les concepts arrivent, on se jette sur ça, on ne prend pas le temps de se faire former pour connaître les tenants et les aboutissants. Ce qui fait que généralement la finalité de ces concepts, nous n'arrivons pas à les avoir. Donc cette fois-ci, nous avons pris l'engagement sur nous de créer des conditions d'appropriation des notions de décentralisation et de gouvernance locale au niveau de la base pour que nous puissions ensemble réussir les défis de développement de nos communautés. Nous aurons également organisé des émissions télévisées et radiophoniques sur l'ensemble du territoire pour informer suffisamment tous les citoyens. Nous avons lancé déjà des sessions de formation en management des collectivités territoriales pour que les potentiels candidats aux élections locales ou bien les citoyens qui voudraient apporter leur contribution au développement de leur communauté puissent vraiment avoir les outils qu'il faut pour participer à la bonne gestion de leur localité. Donc, toutes ces actions sont prévues dans le cadre de cette opération dénommée Tous à l'école de la décentralisation durant ce mois d'avril 2019. Monsieur Agové, revenons sur le processus de la décentralisation. Vous l'avez dit tantôt, une manière de répondre aux besoins du développement des milieux. Est-ce automatique? Je ne dirais pas que c'est automatique, c'est l'idéal, mais il faudrait que les citoyens pour qui cette nouvelle forme de gouvernance est confiée, alors soient en mesure d'assumer convenablement cette mission. Cela voudrait dire que nous devons avoir les outils qu'il faut, nous devons avoir la volonté d'apporter notre contribution pour que nous puissions réussir. La loi nous a donné ce pouvoir. La loi nous a donné quand même des avantages. Mais nous devons quand même être prêts à apporter notre contribution parce que la bonne réalisation des actions de développement demande assez d'expertise. Donc il faudrait que nous ayons des hommes bien formés. Il faudrait que nous soyons en mesure de mobiliser suffisamment des ressources endogènes et des ressources exogènes pour la mise en œuvre des projets de développement de nos communautés. Cela voudra dire que les élus locaux qui seront choisis prochainement doivent avoir cette capacité de mener toutes ces actions en vue d'atteindre l'objectif qui est la finalité de la décision qui est le développement local du territoire. C'est cela. Eh bien, beaucoup restent encore pessimistes, monsieur Agové, quoi qu'on dise. Pour certains, c'est des discours politiques que même les organisations de la société civile tiennent des discours mercantilistes. Pour eux, le pragmatisme n'y est pas encore. Comment redonner confiance à cette population, vous l'aviez dit tantôt, très démotivée par rapport à ces réalités? Moi, j'ai compris que nous, Togolais, avons traversé une situation sociopolitique très difficile, ce qui fait que nous ne croyons plus à ces initiatives. C'est tout à fait normal. Mais je voudrais quand même rassurer nos compatriotes, nos concitoyens togolais que si nous restons toujours à l'étape de constat, rien ne peut changer. Et les constats sont là, il va falloir que nous puissions prendre des initiatives. Il faudrait que nous puissions mener des actions pour changer la donne. Donc j'invite vraiment mes concitoyens togolais à se redonner confiance, n'est-ce pas, espoir. C'est-à-dire qu'en mettant leur confiance en cette nouvelle forme de gouvernance, maintenant comment le faire? Il faudrait que chacun de nous commence par s'informer.
se faire former et soient prêts. Il faudrait que nous puissions commencer par nous organiser même à la base avant les élections locales. Il faudrait que nous suivions le processus de près pour que nos élus locaux soient vraiment choisis dans les meilleures conditions prévues par la loi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils soient bien choisis. Il faudrait que nous soyons prêts à les soutenir une fois leur élection faite. Nous devons les accompagner à travers nos compétences, à travers nos ressources, afin de les aider à mieux mener les actions de développement de nos communautés. Pour moi, si ces conditions sont réunies, alors nous pourrons réussir correctement la décentralisation. Parce qu'il ne faut pas compter trop sur l'État. L'État va transférer les compétences. Selon la loi, l'État transfère les compétences et doit transférer aussi des ressources. Mais on ne peut pas compter trop sur les seules ressources de l'État pour réaliser les projets de développement de nos communautés. Donc il faudrait que nous, citoyens, nous soyons prêts à apporter nos contributions financières aussi pour soutenir les efforts de développement de nos communautés. Alors, un petit tour en arrière, M. Abové, les représentants ou alors les élus locaux doivent forcément porter une casquette politique. Non, les candidats aux prochaines élections ne sont pas, selon la loi, tout le monde peut aller aux élections locales, si vous remplissez les conditions. Donc, ce ne sont pas seulement les formations politiques qui doivent présenter les candidats aux prochaines élections locales. Les citoyens qui ont le désir de conduire les affaires de développement de leur localité peuvent être candidats. La société civile peut s'organiser aussi pour envoyer des candidats à ces élections locales. Et des candidats libres, comme je le dis aussi, peuvent aller à ces élections. Donc, tout le monde peut aller, sauf qu'on ne pourra pas aller individuellement. Il faut construire la liste avant d'aller. Voilà la condition. Donc, si vous désirez aller aux prochaines élections locales, commencez par faire votre lobby, commencez par chercher des gens avec qui vous pouvez former une liste. Et pour aller à ces élections, nous encourageons, nous, au niveau de la société civile, nous encourageons les candidatures libres, nous encourageons les candidatures de la société civile. Et nous encourageons aussi les autres candidatures. Les partis politiques d'office iront à ces élections locales, mais nous avons toujours des doutes parce que nous ne sommes pas sûrs que les partis politiques vont présenter les bonnes personnes pour conduire les actions de développement de nos communautés. Même si ce sont des bonnes personnes, nous avons ce doute parce que si ce sont les représentants des partis politiques qui seront choisis au niveau de la base, ils risquent d'avoir une influence de la part de leurs leaders politiques. Ouais. Ce qui fait qu'ils risquent de se déconnecter par rapport aux réalités locales. C'est-à-dire qu'ils risquent de ne pas écouter suffisamment leur base. C'est notre crainte. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas avoir les compétences techniques, tout ça là. Mais est-ce que leurs leaders politiques au niveau central vont leur laisser la liberté de travailler, de conseiller avec les autres acteurs pour s'occuper des questions de développement local? Parce que nous avons compris qu'il y a un enjeu politique, et ça tout le monde le sait, que pour des raisons d'élection au niveau présidentiel et au niveau législatif, les gens ont peur de perdre le contrôle au niveau local. Parce que désormais, ce sont les élus locaux qui vont s'occuper des questions de développement de la population. Donc les gens estiment que si ces élus locaux sont influents, donc ils risquent d'avoir la confiance de la population, ce qui fait qu'au niveau des élections locales, au niveau des élections législatives et présidentielles, on risque de ne pas avoir une influence sur la population. Donc cette réalité existe, ça, je le concède. C'est que je sais que les partis politiques ont raison, mais nous ne devons pas regarder trop sur ce côté-là en privant la population de ce qui est bien pour elle. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même à ce rendez-vous des hommes d'État. Oui, il faut arriver à faire en sorte que les prochains élus soient vraiment des hommes d'État parce que c'est eux qui vont porter les actions de développement de leur communauté. Donc, ils doivent viser plus l'intérêt général et essayer de poser des actes durables pour que leur nom demeure toujours dans leur localité. Monsieur Abové, votre mot de la fin. Je voudrais d'abord remercier RTDS pour l'opportunité que vous nous donnez régulièrement de venir échanger avec nos compatriotes. Je pense que nous serons toujours prêts à répondre à vos invitations. Je voudrais dire aussi à nos compatriotes, à nos concitoyens togolais, qu'il est temps que chacun de nous puisse arriver à faire sa part. Parce que notre hymne national vers la fin dit que Togolais vient bâtir la cité. Il va falloir que nous puissions nous lever tous pour apporter notre contribution au développement de nos communautés. Les constats sont clairs. Les gens me diront que nous savons qu'il y a ceci, le pouvoir a déjà fait ceci, ou bien tel parti a déjà fait ceci. Oui, je peux leur donner raison. Mais si nous ne nous levons pas pour apporter notre contribution, rien ne pourra changer. Nous allons continuer toujours par nous plaindre. Donc le mieux, c'est de nous lever pour apporter notre contribution afin d'apporter notre pierre à l'édification de notre pays.
Donc vraiment, je vous remercie et nous estimons que c'est une bonne opportunité que vous nous donnez. Nous serons toujours prêts à continuer les échanges sur d'autres aspects liés à ce processus pour que nos compatriotes soient suffisamment informés des avantages et des contraintes liées à ce processus. Merci, M. Abouvé. Chers téléspectateurs, je rappelle que vos différentes questions que vous envoyez sur les contacts affichés à l'écran ne sont pas prises en compte aujourd'hui, bien évidemment. Ils feront l'objet d'un autre débat, d'une autre discussion les prochains jours. Et donc, bien évidemment, c'est toute une grande école que nous allons former autour de cette question des locales, de cette question de la décentralisation pour, bien sûr, la bonne cause. Monsieur Abouvé, Pascal, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG IJD. Merci d'avoir pris part à cette discussion, mesdames et messieurs. À très bientôt sur la radio-télévision d'État Santé dans cette émission Grand Carrefour. Merci.